Je vous remercie au nom et au nom de l'Association des œnologues de Bordeaux d'être venu ce soir. Normalement, on devait avoir la salle pleine et c'est une preuve que nous attendons maintenant les rencontres en présentiel. On a un peu marre des visioconférences et des webinaires. Du coup, on est ravis de vous voir tous ici. C'est un monde à lancé en 2019. Et aujourd'hui, en fait, il est devenu une rencontre incontournable de pré-vendange, en collaboration avec les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, représentés ce soir par Anne Hubert et Stéphane Lequier, et en partenariat avec l'Union des œnologues de France, région Sud-Ouest, représentée par son président, M. Philippe Guillon, présent aussi ce soir. Chaque année, en fait, on prend un thème, normalement d'actualité, et je crois cette année, les vins s'en souffrent avec les conditions sanitaires. Je crois que c'est un thème tellement d'actualité avec la qualité sanitaire des raisins. Et en fait, on le traite de façon fluide et légère, avant que les premiers coups de sécateurs soient donnés. Juste pour rappel, avant que je présente les interlocuteurs, j'espère que vous voir aussi en présentiel pour notre prochain rendez-vous, la matinée des œnologues qui se tiendra en fait au Rocher de Palmer le 14 décembre prochain. Le thème sera la microbiologie du sol au vin, au verre. Et voilà, comme d'habitude en fait, sur une journée entière, des conférenciers qui vont traiter ce sujet à tour à tour. Voilà. Du coup, je présente les interlocuteurs aujourd'hui. Il y aura Anne Hubert et Stéphane Lequier, conseillers techniques des vignerons bio de la Nouvelle-Aquitaine. Nous allons enchaîner avec Madame Patricia Balestra, qui est chercheuse à l'ISVB, qui travaille sur le goût de souris, qui nous donnera aussi les dernières avancées en la matière. Et nous finirons avec Nicolas Guichard, œnologue, conseil, gérant de Devineo Conseil. Voilà, écoutez, je vous souhaite à vous tous un très bel after-work. Juste pour info, nous allons nous retrouver après pour un moment convivial, autour des vins sans soufre, certainement, et autour de quelques plateaux de charcuterie et de fromage. Du coup, je vous dis à tout à l'heure et très belle after-work. Je vais passer la parole à Philippe pour dire son petit mot avant que les conférenciers, en fait, s'ils souhaitent se présenter plus en détail. Merci. Merci Diala. Bonjour à toutes et tous. Évidemment, ravi de retrouver un petit peu le monde de l'œnologie de près, visu, et se replonger avec plaisir dans les moments qui semblent assez compliqués, mais heureusement, c'est le cœur de notre métier. Donc, ravi aussi de continuer cette collaboration avec l'ASSO et avec les vignerons bio et toujours creuser la difficulté biologique et l'œnologie biologique. Voilà, simplement, nous allons organiser aussi une journée technique avec l'Union des œnologues de France qui aura lieu le 5 novembre, qui va se dérouler sur le thème de la RSE, etc., à la coopérative de musée, avec des intervenants de la cave et des intervenants extérieurs, notamment un spécialiste champion de la chose. Voilà, donc vous trouverez tout ça sur le site de l'Union des œnologues de France. Bon after-work, à tout à l'heure, autour de mer et charcuterie. Merci à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir. Et nous, on est ravis aussi, les vignerons bio de Nouvelle-Aquitaine, de participer chaque année à ce rendez-vous qui j'espère, continuera. Moi, je vais faire juste un petit point sur les dernières données de la viticulture bio. Voilà, donc ici vous avez les progressions des surfaces en Gironde. Donc en vert, ce sont les surfaces certifiées bio. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut 3 ans de conversion pour pouvoir passer en bio. Donc en orange, vous avez les surfaces en conversion. Et on peut voir qu'on est actuellement dans un nouveau pic de conversion. Alors, on l'avait connu déjà entre 2008 et 2012. Et maintenant, ça repart de plus belle. Donc, la Gironde, aujourd'hui, c'est le premier département en termes de surface viticole bio de France. On est presque à 20 000 hectares, plus de 1000 exploitations viticoles qui sont engagées, et ça représente 17% du vignoble des Girondins.
Si on s'intéresse aux autres régions, bon, déjà, au niveau français, c'est aussi 17% du vignoble qui est engagé en bio. Là, vous avez le classement des régions. Donc, la Nouvelle-Aquitaine fait partie, avec l'Occitanie et la région PACA, des 3 premières régions qui apportent 75% en fait, de l'offre de vin bio en France. Vous avez le pourcentage par région viticole et on voit que finalement, en Nouvelle-Aquitaine, on n'est pas les premiers quand même en termes de surface. Voilà, donc on a encore du progrès. Et ici, on va parler un petit peu de la demande. Donc, l'offre s'accélère, mais la demande, elle ne fléchit pas. Donc, au niveau de l'offre, on a pu voir que c'était par palier. C'est toujours en croissance, mais il y a des accélérations à certains moments. Tandis qu'au niveau de la demande, c'est toujours en croissance. Voilà. Donc, on a dépassé le milliard de chiffre d'affaires de vin bio vendu en France, donc, sans compter l'export. En 2019, ça a été multiplié par 4 en 10 ans et on voit que les projections disent que ça va continuer. Pour parler consommation et pour revenir un petit peu au sujet d'aujourd'hui, des vins sans soufre ajoutés, on voit mûrir pas mal de vins à performance environnementale avec plusieurs allégations. Donc, on parle de la vinification sans sulfite ajouté, mais on parle aussi des cépages résistants, de la biodynamie, des vins véganes, beaucoup de choses différentes autour du sanitaire et de l'environnement. Et ce qui est intéressant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bio suffira plus tard. Donc il y a justement des chercheurs de l'ISBV, le pôle économique, qui s'est intéressé à cette question, et notamment au vin sans sulfite, pour savoir si par rapport à un vin bio avec sulfite et d'autres vins, qui sont bio ou non, mais avec et sans sulfite, ben voilà, le consommateur, comment est-ce qu'il se place et quel prix il est prêt à mettre pour ces types de vins. Et on se rend compte qu'un consommateur est prêt à payer plus cher pour un vin bio sans sulfite ajouté que pour un vin bio avec sulfite. Voilà, donc on peut réfléchir à ça, mais par contre, on voit que le critère bio reste le plus important. Parce que si on compare un vin conventionnel sans sulfite ajouté et un vin bio avec sulfite, c'est quand même le vin bio avec sulfite qui est le plus valorisé par le consommateur. Voilà, donc c'était quelques mots pour vous présenter un petit peu les tendances autour du bio et autour de la consommation de vin bio. Et je laisse la parole à mon collègue Stéphane. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais continuer. Je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous faire un petit point, comme on fait chaque année, sur ce qui se passe d'un point de vue réglementaire. Bon, il n'y a pas grand-chose en œnologie bio. Là, on est dans une phase de transition. La nouvelle réglementation va sortir au 1er janvier 2022. Mais il n'y a pas de grosses modifications en cours. Les textes sont déjà écrits. On a déjà le texte de base depuis 2018. Et les règlements des exécutions, on les a travaillés l'année dernière. Vous avez déjà présenté les avancées là-dessus. Juste quelques petits points sur lesquels on travaille à la commission vin bio d'INAO. Comme vous savez, c'est eux qui gère le bio, c'est INAO qui gère le bio. Le dossier enzyme pectolytique pour la macération. On essaye de continuer à le faire avancer. On n'a pas obtenu gain de cause. Pour l'instant, on n'a pas le droit de les utiliser. On a le droit de les utiliser comme clarification en bio. On va continuer à avancer le dossier. C'est une volonté française d'essayer de le porter pour les avoir en macération. Donc là-dessus, on va essayer de préparer une prochaine étape. On est en train de travailler sur un dossier un peu plus court, qui aura peut-être un peu plus de temps, c'est d'essayer de voir si on peut réintroduire l'acide malique. Alors, on partirait sur l'acide malique naturel. Il faudrait créer aussi une filière, parce que pour l'instant, l'acide malique que vous avez dans la filière œnologique n'existe pas de manière naturelle. Donc, là, d'autres filières qui en ont. Donc, du coup, c'est tout à fait possible d'en produire et d'en avoir. Je pense qu'avec pertinence du changement climatique et vu les conditions dans lesquelles on va se retrouver, et éventuellement avec les thématiques qu'on va aborder comme les vins sans SO2, l'acide malique risque d'être un outil intéressant, notamment pour les vins et les rosés dans les années à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler. Et puis, on a un petit point d'interrogation sur la cellulose microcristalline. Vous l'avez peut-être vu pour ceux qui suivent la réglementation, c'était juste un adjuvant. Jusqu'à présent, il n'apparaissait pas dans la réglementation. Il est apparu avec la nouvelle réglementation vin générale, 1934. Donc, c'est un nouvel entrant, donc c'est interdit en bio. Or, vous le retrouvez dans un certain nombre de produits qui sont autorisés en bio, comme les autolisats, le phytosan, notamment le phytosan tablette. Faites très attention, pour l'instant, c'est pas autorisé en bio. Donc, du coup, si vous utilisez ce produit-là, c'est déclassement de l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte de voir comment on va le travailler. Avec cette petite difficulté-là, vous le savez peut-être pour ceux qui suivent, ça va passer de la cellulose microcristalline sans doute à la cellulose alimentaire, parce que ça avait été mis comme ça à l'époque pour avoir quelque chose de pharmaceutique, en fait, quelque chose de très neutre. On n'a pas besoin de ça en œnologie, l'alimentaire suffirait largement, donc le dossier en transition à l'OIV là-dessus. Donc, on va essayer de voir comment procéder.
En nettoyage, c'est important de rappeler, pour l'instant, on n'a pas de grandes interdictions, mais on sait que la commission est en train de travailler dessus et qu'il va y avoir du mouvement dessus. Ça nous fait très peur parce que la filière vin, notamment, ne sera pas forcément la première qui sera prise en compte dans ces évolutions-là. On peut prendre l'élevage en compte, les céréales. Et on a vu les premières listes apparaître, les produits étaient interdits, et ça commence à me faire peur parce qu'il y a des choses comme la soude ou le peroxyde qui risque éventuellement de sauter. Donc on a intérêt à s'en préoccuper en amont parce que si on se fait sortir les deux produits qui sont les plus importants pour nous, la soude et le peroxyde, on va être très mal géré. C'est un dossier qu'on va essayer de suivre. Le ministère nous a dit de faire bien attention. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, on met à jour chaque année la liste des produits biologiques certifiés bio pour les besoins je ne vous fais pas tout le rappel, mais en réglementation bio, il y a certains produits qui sont demandés en bio si disponibles. Vous avez disponible sur le site de l'ENAO la liste à peu près exhaustive de tous les produits certifiés bio qui sont disponibles en France. Ça vous permet par exemple pour une levure ou pour des autovisables de savoir si une spécialité est disponible en bio ou pas. Et chez qui elle est produite. N'hésitez pas à aller sur le site. Et dernier petit point pour les gens qui suivent, des gens qui font l'équivalent SNOP, donc le bio américain. On a une information en début d'année, le bisulfite de potassium qui était toléré jusqu'à présent, il saute. Donc pas de bisulfite de potassium pour les gens qui veulent faire du bio américain. Donc ça veut dire même pour ceux qui font en bio français, il sera toujours autorisé, mais en bio américain, il sera interdit. Donc il faut essayer de rebasculer sur des hybrides plutôt histoire d'être tranquille. Sachant qu'en homme, normalement, on ne peut éviter d'un bio que s'il n'y a pas de VSO2. Ce sera made with organic grafts si vous utilisez le VSO2. Mais il y a beaucoup de gens qui vont pas jusqu'à pour le marché américain, mais qui mettent made with organic grafts, et c'est un peu dommage de se faire sortir parce qu'on utilise du suffit. Il y aura une tolérance, c'est tombé au mois de juin. Les organismes certificateurs se sont mis d'accord pour que ça commence à partir des vendanges de cette année. Donc à partir du 20 de cette année, on ne savait pas exactement comment ça allait être pratiqué, c'est à partir des vendanges de cette année. Alors, sur les vins sans SO2, un petit rappel sur l'étiquetage. Ça fait toujours du bien. Il y avait une note de la BRIT qui avait été faite en Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à aller la consulter. Il revient un peu sur les vins naturels et les vins sans sulfite. Elle est plutôt bien faite. Donc le rappel, c'est au-delà de 10 mg, vous êtes obligé d'étiqueter quand il y a des sulfites, que vous en ayez utilisé ou pas. D'accord. Et vous pouvez utiliser la mention vin sans sulfite ajouté et ne pas mettre le logo si vous êtes en dessous de 10. Voilà. Il faut bien avoir cette notion en tête. N'oubliez pas qu'il faut faire une transpol sur les vins à ce niveau-là pour être dans les clous. Si vous faites une enzymatique et vous allez dans les choux, vous allez voir la prendre directement. Vous serez coincé. Donc, faites bien, demandez bien une analyse transpol. Enfin, faites bien une analyse transpol, ça dépend. Pour être sûr d'être en dessous. Et c'est une allégation, en fait. Donc, c'est au vigneron de prouver qu'il est bien dans les clous. La mention qui est tolérée, elle est juste tolérée par les fraudes, c'est vin sans sulfite ajouté, parce que vous n'en avez pas mis. L'allégation, elle est là, en fait. Donc, ayez bien ça en tête. Donc, sur les vins sans SO2, je suis parti un petit peu pour vous faire cette présentation, ouvrir la discussion, un petit peu vous présenter tout le travail qu'on fait d'un point de vue recherche avec nos partenaires habituels, que ce soit en régional, au national, au niveau européen. Nos deux principaux partenaires, vous savez, c'est l'Université de Bordeaux et c'est l'IFT, avec qui on a pas mal de projets. On en a depuis quand même pas mal d'années. Vous voyez, depuis 2012, on travaille sur des sujets qui tournent et qui gravitent autour de ça. Je vais vous présenter un petit peu rapidement tous ces projets-là et qu'est-ce qu'on en a ressorti pour les vins sans SO2 et qu'est-ce qui nous intéresse dedans. Je vais aller assez vite, si vous voulez aller plus dans le détail, on pourra en discuter autour d'un verre après derrière, et puis on fait des présentations spécifiques sur le résultat de ces projets-là pour les différentes interventions. On a toujours, vous verrez, les projets en cours sur ces questions. Le premier qui n'était pas relié vraiment au vin sans SO2, c'était le projet Le Vin Bio et le projet Wild Wine, qui était orienté plus fermentation indigène, mais ça nous a permis d'apprendre pas mal de choses. En fait, à chaque fois qu'on monte ces projets-là, on essaie d'avoir une grosse partie de recherche fondamentale qui va nous servir à alimenter un peu ce qu'on va faire sur le terrain, mais c'est la compréhension des mécanismes qui nous intéresse. Et vous, quand vous allez vérifier des vins sans SO2 ou des vins en indigène, il faut avoir une bonne compréhension des mécanismes, en fait, de comment ça fonctionne pour arriver à bien maîtriser derrière. C'est ça la clé. Et on a encore des choses sur lesquelles on a des questions. Dans ce projet-là, ça a été assez intéressant parce qu'on a pu pas mal faire d'études et rechercher
ce qui se passait dans la phase préfermentaire, qui est la plus emmerdante, et là où il y a une diversité de population microbienne la plus importante, et de comprendre cette population microbienne, comment elle était, ça nous a permis aussi de développer des outils, le Malditos, qui est encore maintenant, qui est en analyse standard chez Microflora à l'université, a été développé dans le cadre de ces projets-là. C'est dans le cadre de ce projet-là aussi qu'ont été créés tous les outils marqueurs satellites sur les Saccharomyces et les non-Saccharomyces pour les identifier, pour arriver à les différencier génétiquement parlant, comprendre comment elles fonctionnaient. Marina Belli aussi avait beaucoup travaillé sur les non-Saccharomyces pour réétudier les différentes grands reines, Torulaspora, Anceniaspora, Menchnikovia, pour voir comment elles se comportaient, etc. Donc on a eu beaucoup d'informations sur tous ces outils-là, sur toute la partie microbio dans ces projets-là. Après, on a commencé à travailler un petit peu sur un petit projet, parce que la bioprotection commençait à arriver, on commençait à utiliser des non-sacs, et donc on a voulu voir et tester comment fonctionnait cette bioprotection, et quel impact elle pouvait avoir derrière sur les vins quand on voulait faire des vins sans SO2. Donc on a testé pas mal de modalités, on a testé des modalités de bioprotection. Ce qui est ressorti de ce projet-là, c'est que un levurage précoce en LSA sur rouge était largement suffisant, ça fonctionne très bien. Sur blanc, il commence à y avoir éventuellement un intérêt de cette bioprotection, et derrière, c'est les projets suivants qu'on a commencé à construire, donc Crispec et 23% SO2, où on allait un petit peu plus loin dans la compréhension de comment fonctionnait cette bioprotection et qu'est-ce qu'elle pouvait apporter éventuellement derrière. Et on a rajouté un volet qui nous semblait important en recherche fondamentale, c'est aussi de comprendre quelle était la caractéristique des vins sans SO2 et comment ils se comportaient. Parce qu'en fait, toute la biblio que vous avez trouvée en œnologie bio, en œnologie, je veux dire, elle est basée sur les vins avec SO2. Donc, on a toute une biblio et toute une compréhension à refaire des mécanismes du vin, de savoir comment il fonctionne sans ce SO2. L'aromatique, les tanins, les polyphénols, comment ça fonctionne, comment ça se... On n'a pas les mêmes réactions, on a un élément en moins qui est quand même relativement important et qui a un impact fort, notamment sur la partie microbiologique. Donc, comment ça se comporte? Une des premières choses qu'on a cherché à comprendre dans ce premier projet-là, c'est déjà comment ça se comporte d'un point de vue aromatique. Est-ce qu'on a des vins différents? Est-ce qu'on peut caractériser les vins sans SO2, notamment dans la région, qui sont différents des autres? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas? Et on a continué à travailler sur tout ce qui était itinéraire technique et l'utilisation d'outils pour faire ces vins-là. Donc ça, c'est les travaux de Jean-Christophe Barbe et d'Edouard Pellonnier, sans Thésard, qui ont fait déguster pas mal de vins sans SO2. Alors tout d'abord, ils sont dans un panel où ils ont pris plein de vins. Ils se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de vins sans SO2 qui présentaient des défauts, mais on en a quand même certains qui sont bons. On a gardé ces vins qui étaient bons. Ce qu'ils ont caractérisé dans cette étude-là, c'était quels étaient les principaux défauts qu'on pouvait avoir sur les vins sans SO2. Les deux grands défauts qui sortent, vous savez, c'est l'effet pas volatile, gestion des brèves, et puis l'oxydation, qui est assez compliqué à gérer. Ils ont continué à travailler pour essayer de voir si, à la dégustation avec des jurys formés pro, on arrivait à identifier des marqueurs différents, aromatiquement parlant, à la dégustation entre les vins sans SO2 et les vins avec SO2. Et ils ont des paramètres qui sont ressortis, notamment sur des notes menthe, cassis frais, cerise noire, et sur une notion de fraîcheur. Donc ils ont vraiment réussi à distinguer des marqueurs aromatiques différents sur les vins sans sulfite. Donc on a vraiment un univers, alors vous savez déjà, si vous unifiez déjà des vins sans SO2, on a un univers aromatique qui est différent de ce qu'on peut avoir avec des vins avec SO2. Moins bon, c'est meilleur, c'est juste qu'on a des régimes différents et des panels différents. Ça peut être intéressant derrière, d'un point de vue commercial aussi, pour présenter des produits différents. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça, on va le voir, on va continuer à travailler dessus, mieux le caractériser, mais on a déjà une piste, on sait qu'il y a quelque chose de différent. Sur la partie expérimentation outil, vous voyez, on a mis en place plein d'expérimentations sur 3 années, avec plein de modalités différentes. On a testé la bioprotection, les vins sans SO2, on a testé pas mal de choses. Qu'est-ce qui est ressorti de ça? Le SO2 est plus intéressant pour gérer Anceniaspora que la bioprotection. Ça, c'est un des premiers points qui ressort. On a quelque chose d'intéressant a priori maintenant. Donc ça, c'est plus les produits d'Isabelle Masneff et de Sarah Windows qui ont travaillé là-dessus. On a des choses intéressantes qui sortent sur les bactéries acétiques et l'occupation du milieu par la bioprotection et une diminution de la quantité de bactéries acétiques qu'on peut avoir dans le milieu. Donc il semble y avoir un effet intéressant. On a 3 ans de recul maintenant, on l'a vu sur pas mal de décès. Donc on a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant, notamment sur les blancs. Quand on est en phase préfermentaire, c'est là où ça peut être tellement intéressant parce qu'on a une phase où ces bactéries acétiques elles peuvent être un peu pénibles. Elles peuvent nous embêter. Pareil sur Anceniaspora, en fait, c'est vraiment sur blanc, sur rouge. Si vous faites en ensemencement rapide, précoce et que ça part le soir ou le lendemain matin,
Bon, normalement, vous avez l'occupation de 5,16, c'est pas un problème. Et après, on a vu un intérêt, pareil, c'est a priori pas mal à utiliser pour les blancs, vis-à-vis des phénomènes d'oxydation, la bioprotection permettrait de conserver un petit peu plus d'agents de protecteurs, on va dire, et de limiter un petit peu l'oxydation. Est-ce que c'est assez pour conserver des sauvignons? On peut se poser la question sur les essais qu'on a fait. Pas vraiment. Entre nous, sur Sauvignon, il vaut mieux bien maîtriser l'entrée d'oxygène que vous avez dans votre chaîne pour bien vous en sortir. La protection ne vous sauvera pas. On va avoir un process d'inerpage sur la partie enclivage avant démarrage de fermentation qui est plutôt serré sur Sauvignon. Sur la suite, peut-être moins. On pourra en discuter peut-être moins sur la suite parce qu'il y a quand même besoin de voir l'oxygène, mais c'est au début, vous savez, c'est là où les sauvignons peuvent se casser vraiment la gueule et c'est là où la bioprotection ne répondra pas. C'est un outil en plus. Donc ça, c'était les quelques résultats très rapides de la présentation de ça. Et on continue sur un projet qui vient de commencer là cette année. Donc c'est ce que je vous disais, on va continuer à travailler sur ces notions-là. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur des vendanges beaucoup plus mûres. On va continuer à regarder un petit peu les phénomènes microbiaux qui se passent pendant la fermentation avec Isabelle et Sarah. On va travailler sur un gros volet bactéries. Alors, à la fois pour comprendre, vous l'avez peut-être remarqué, nous on l'a dessiné, c'est pour ça qu'on l'a mis dans ce projet-là, des montées volatiles sur les vins après Malo en fait. On a des montées volatiles qui arrivent, et souvent quand on regarde, c'est pas des acétiques en fait. Nous on s'est rendu compte avec l'agriculteur, on a commencé à regarder à mettre avec dedans, mais oui, c'est des lactiques qui nous en arrivent. Et qui font ces montées volatiles-là qui sont très rapides, où on est souvent obligé de faire une tangentielle pour les arrêter, les couper, et on voit ces phénomènes arriver de plus en plus, et sur les 25 SO2, c'est un peu plus compliqué de les gérer parce qu'on n'a pas d'outil SO2 qui permet de les calmer à ce moment-là. Et on a cette notion qui arrive beaucoup ces derniers temps, donc on aimerait bien arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ça fonctionne. Donc on va travailler là-dessus. Il y a un volet de souris, ça nous en parlera un petit peu. On a besoin de comprendre aussi comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, qu'est-ce qui arrive. Et donc là, on a un gros volet bactéries assez intéressant là-dessus. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y aura une grosse partie gestion de gaz, parce que maintenant on va passer plus à la partie élevage. C'est là où on a besoin voilà, je pense que la vinification, on la maîtrise maintenant, on a à peu près les outils. On a besoin d'un peu mieux comprendre les élevages et les vignerons aussi, on voit, ils commencent à bien maîtriser la partie fermentation, faire les bonnes fermentations, etc. C'est sur la partie élevage, on va avoir un peu plus de difficultés, notamment une notion que les vignerons maîtrisent moins, c'est la gestion des gaz. C'est quelque chose, moi je m'aperçois sur le terrain, ils ont moins l'habitude de le gérer, ils ont moins l'habitude d'apprendre les outils pour les gérer. Et nous, sur Vincent SO2, on a besoin d'un peu mieux comprendre comment ils fonctionnent. Alors, la plupart du temps, on va le voir, comment on travaille sur le terrain, on a tendance à surgazer un petit peu les Vincent SO2 pour les conserver avec des SO2 SLV. Mais derrière, quel impact ça peut avoir, comment ça fonctionne? Il a quand même besoin de voir un peu d'oxygène. Et ça pose des questions donc, sur les deux points suivants, c'est quel est l'impact sur les aromatiques, quel est l'impact sur les composés phénolyques et les élevages qu'on a derrière. J'ai des gens qui font des élevages sur Vincent SO2, qui le font très bien, vous en montrez tout à l'heure, qui font des très bons vins. Mais quel impact ça a sur le profil aussi, sur la formation des polyphénols, sur l'oxydation ménagère du vin? On a toutes ces questions qui se posent derrière et de savoir comment ça fonctionne. Et on a besoin de créer des outils pour les vignerons pour savoir à quel niveau de CO2 on se met. Et après, pareil, sur les outils de réajustement avant la mise en bouteille. L'étape de mise en bouteille est une étape complètement clé. Alors, on l'a pas encore vu, je pense que ce serait l'étape suivante derrière, mais c'est vraiment l'étape clé, c'est là où on peut fusiller ces vins en général, c'est là où tout le monde se plante. Mais en général, sur les Vincent SO2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer les gaz une semaine avant. Donc, on va faire appel à des outils, que ce soit des céramiques. Quand on n'est pas en bio, en conventionnel, on peut éventuellement utiliser des contacteurs membranaires au moment de la mise en bouteille. Mais voilà, il y a plein de choses à faire sur la notion des gaz. Sur la partie aromatique, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on a vraiment travaillé avec des dégustateurs. On a travaillé à la dégustation, à l'aromatique, ce qu'on ressentait. Maintenant, on va descendre au niveau moléculaire. Alors, la dégustation nous aura permis de recentrer, parce qu'on a vu un petit peu les critères qui ressortaient, donc d'un point de vue chimique, ils vont pouvoir un peu plus facilement recentrer sur les critères, les molécules qui nous intéressent et qui semblent ressortir, et ça nous permettra d'aller plus vite, en fait, dans la recherche des mécanismes et de ce qui se produit quand on met pas de vaisseau. On sait qu'il y a un effet masquant, on sait qu'il peut y avoir un effet sur la production des levures, donc c'est tout ça qu'on va essayer d'identifier d'un point de vue chimique et aromatique. Et le dernier point, c'est qu'on va commencer un petit peu à s'amuser sur du liquoreux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on a peut-être quelques techniques pour faire des liquoreux sans SO2. Le mutage, moi, j'ai de plus en plus de vignerons qui font plus de mutage au SO2. C'est des mutages à froid tangentiel ou chaud tangentiel, mais j'ai de plus en plus de gens qui, sur le mutage, n'utilisent plus de SO2. On a les outils, maintenant, on va voir les mettre bout à bout. Je dis pas que ça va être une partie de plaisir derrière. On va commencer à essayer de regarder comment ça se fait. Sachant que ce qui est intéressant sur les liquoreux, c'est qu'on a déjà les outils et les marqueurs d'oxydation. Entre guillemets, on a plus de recul sur comment un liquoreux sans SO2
peut être et peut se comporter en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, ils avaient déjà travaillé d'un point de vue recherche. Et puis on a travaillé aussi sur un projet sur le Kitosan, donc ça en lien avec ça. C'est un outil qui est arrivé, alors un peu plus vieux dans l'alimentation générale, mais en bio ça a juste quelques années. Après c'est même, pour moi c'est quand même récent, même pour les pains, pour l'alimentation générale. On nous l'a vendu comme outil break, à la base il n'a pas été créé pour ça, hein. Quand Pierre-Louis a trouvé à la base, c'était plus pour le côté collage des métaux lourds, à la base c'est un chélatant en fait. Nous en plus ça nous a arrangé de le faire entrer pour la partie chélatant, notamment pour les gens qui avaient éventuellement un peu trop de cuivre dans leur vent, on n'avait pas d'agent chélatant, le seul chélaté était sorti, donc c'est un outil intéressant. Sur la partie gestion des brettes, on a beaucoup de questions, on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, sur le terrain vous en êtes sans doute déjà rendu compte, il y a sur des lots ça marche très bien, il y a sur d'autres lots ça marche pas. Pourquoi quel est l'arbre de décision, comment ça fonctionne. Donc on a besoin de mieux comprendre les mécanismes, de comment ça fonctionne déjà. Donc là on travaille avec Marguerite Doll et Julie Maupeux sur ces questions-là. Elles ont déjà commencé à faire pas mal de travail, on va continuer. Elles ont identifié que comme pour le SO2, a priori il y a des levures résistantes et il y en a qui ne sont pas résistantes, mais c'est pas forcément les mêmes. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc on a besoin d'identifier ça, d'aller plus profondément là-dedans. On voudrait essayer de mettre en place un test prédictif aussi. Par rapport à justement aux souches de population qu'on va avoir, savoir si le Kitosan va être efficace ou pas, un test assez rapide, ça va être intéressant pour le voleur, entre guillemets. Au moins, ça coûte quand même relativement cher, le Kitosan c'est 5 € les kilos, on est même pris quasiment que la tendancielle. Alors c'est plus facile parce qu'on est directement, mais du coup, parfois il y a des gens qui ont l'impression de jeter de l'argent en l'air si ça ne fonctionne pas. Alors si on sait qu'on a une souche qui est résistante et qui ne va pas être efficace par rapport à ce Kitosan-là, il vaut mieux avoir l'information, entre guillemets. Donc, c'est tout ça qu'on va essayer de travailler, voir l'impact que ça a aussi au niveau aromatique. Donc, on essaie de construire un truc un peu pertinent là-dessus. Je ne sais pas comment dire. Très rapidement, je voulais vous présenter un petit peu, avant de faire un point sur qu'est-ce qu'on pratique réellement sur le terrain. On fait une enquête, nous, chaque année, auprès des vignerons au niveau national. L'année dernière, il y a à peu près 350 vignerons qui ont répondu. Et je leur demande quelles sont leurs pratiques et comment ils fonctionnent. Et cette année, je les ai interrogés un peu plus spécifiquement sur les vins sans SO2 qu'ils faisaient. Et j'ai essayé de fouiller un peu dans les données qu'on avait, comment ils les pratiquaient en fait. C'est ça qui est intéressant. On a de plus en plus de vignerons bio qui font des cuvées sans SO2. On est arrivé quasiment à 40% au niveau national de gens qui font au moins une cuvée de vin sans SO2. Alors en vrac, c'est un peu plus anecdotique, mais ces 8%-là, on commence à avoir vraiment des gros faiseurs aussi. Dans le sud-ouest, dans le sud-est, on commence à avoir des gros faiseurs de vin sans SO2 et qui occupent des marchés relativement importants. Ne serait-ce qu'un acteur comme Gérard Bertrand, par exemple, commence à avoir des volumes assez conséquents. Pour l'instant, on a quelque chose d'assez simple parce qu'on va le voir, on a pas mal de petits vignerons, donc c'est des volumes moyens, on va dire. On le voit sur la diapo suivante, dans les gens qui font des vins sans SO2, on a quand même une grande majorité de gens qui font entre 0 et 500 hectos. Plutôt des petits vignerons. Comme vous le voyez dans la caractérisation de mon panel au départ, j'ai pas mal de vignerons bio pour des petites tailles. Donc c'est pas écologique, mais on a quand même des acteurs qui font plus de 6 hectos en bio. Donc on commence à avoir des acteurs assez importants, assez conséquents qui font des vins sans SO2. Après, ce que j'ai cherché à faire, c'est, je leur demande dans cette enquête, qu'est-ce qu'ils utilisent en fait, comme outil, comme un train, etc. Donc sur les vins sans SO2, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'ils utilisent. Pour faire très rapide, on retrouve deux franges de vignerons, on va dire. Des vignerons qui sont très orientés vin nature, et entre guillemets, ils vont vouloir rien utiliser. Donc les vins sans SO2 vont faire comme le reste, ils vont rien utiliser, on le voit, ils vont utiliser des levures indigènes et très peu d'outils. Et après, les gens plus techniques, et c'est plus sur les gros volumes, vous voyez, c'est plus le graphique en bas, moi, qui m'intéresse. Les gens qui ont plus de 6 vignerons, ils sécurisent. Ils vont utiliser des outils, ils vont utiliser des levures, ils sont plus dans cette logique-là. Qui paraît un peu logique, c'est pas les mêmes façons de fonctionner, et c'est pas forcément les mêmes débouchés, la même commercialisation derrière. Mais c'est quelque chose de relativement intéressant. Donc on le voit, il y a quand même une utilisation, il reste une utilisation de levure indigène importante qui ressort des données, mais c'est ça qu'on a beaucoup de petits vignerons qui sont plutôt sur la nature. Sur la nutrition azotée, on retrouve exactement la même chose. On va retrouver dans les 0 à 500 des gens qui sont en nature. On essaie de mettre le moins possible. Et c'est par région aussi. Je pense que l'accompagnement joue aussi. Vous voyez, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, on a plus d'utilisation. Je pense que le suivi des homologues, l'accompagnement, le fait qu'il y ait des gens derrière, notamment pour les plus grosses structures, fait aussi qu'on va là-dessus. Sur les autres régions, c'est plus des petits vignerons qui sont plus en autogestion et plus dans une philosophie sans intrants.
On va retrouver du coup pas mal d'utilisation de phosphate d'ammonium pour les gens qui sont un peu plus gros sur des vins sans SO2 et les efforts de bio. Il y avait une question dans cette enquête, on leur demande les défauts qu'ils ont eus. Moi j'ai regardé s'il y avait eu plus de défauts chez les gens qui font des vins sans SO2 que les autres. Et finalement, on a un petit peu plus d'acidité volatile. Alors si le goût de soufre il sort un petit peu, voilà, ça paraît assez logique. On n'a pas les variations qui sont vraiment très très importantes. C'est combien de temps que je parle? Ça vous encore 10 minutes. Ah non, je peux prendre. J'ai pas de minuteur. Du coup, ce que je voulais faire pour finir, c'est un petit peu faire un tour, parce que je vinifie pas mal de vins sans SO2 chez pas mal d'adhérents. Moi, je suis de Lyon. Certains d'entre vous le savent, moi je suis en complément du travail que vous faites chez ces gens-là. Faire un petit point de comment on pratique et qu'est-ce qui se passe. En vin rouge, la vinification sans SO2, donc je pense que la vinification aujourd'hui, la vinification sans SO2 en rouge, elle est maîtrisée, on la gère bien, on a les outils pour. Ce qui est important, la bioprotection, ça peut être un outil de réassurance. Les premières années en rouge, si le vigneron veut se sentir un peu rassuré, voilà. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, passer à des LSA et lancer des fermentations rapidement, c'est sans doute la meilleure clé, le meilleur outil. Donc, nous, on fait mettre la vendange dans la pompe à gras directement, ça permet d'avoir quelque chose d'homogène dans la cuve qui se développe bien. Comme ça fermente dès le soir même, le lendemain. C'est très très bien. Vous savez, du coup, la grande clé, c'est la fermentation alcoolique, que ça parte vite, que ça se passe bien. La malo, pareil, il faut qu'elle se passe bien. Du coup, le point clé, c'est les températures. Moi, je vois chez les plantes et chez qui on a des problèmes. Et je pense que sur les goûts de souris, on réfléchit puis on a discuté. Les gens qui vinifient en extérieur, qui n'ont pas de système de gestion des températures, etc., c'est chez ces gens-là qu'on va avoir souvent des problèmes. Pas que la fermentation se passe forcément mal, et avec les variations de température qu'on va avoir entre le jour et la nuit, les populations à l'intérieur des cuves, elles le suffisent quand même, on a des choses qui se passent, à mon avis, qui sont moins intéressantes. La gestion de la température, c'est clé. Pareil, quand on rentre de la vendange tôt le matin, qu'elle est à 10 degrés, si on veut faire des vins sans SO2, on le remonte à 18 ou à 20 pour partir, pour avoir une bonne fermentation qui démarre bien, et le vigneron, c'est pas vraiment, je vais attendre demain matin, qu'elle soit bien remontée, etc. C'est dans ces phases-là où on va le plus dans le mur et le plus rapidement. Donc là-dessus, il faut bien que le vigneron sache ce qu'il y a à faire et l'équipement qu'il faut avoir. Pour la tenue des fermes, après il y a la tenue de la température pour pas que ça s'emballe trop, mais bon, en général, ça on a moins ces problèmes-là. Arriver à tenir les températures en phase de macération quand l'alcoolique est terminé pour pas avoir des maladies qui se déclenchent. Ça aussi, c'est une des problématiques finalement. Une fois qu'on maîtrise bien le processus de la fermentation alcoolique, la malo peut être un élément qui peut nous emmerder. C'est là où j'aurais tendance à dire, mais c'est valable pour d'autres points. Et ce que je dis à certains vignerons, on peut faire tout le chien en vinification sans SO2, mais c'est bien de ne pas avoir tout son vin en commercialisation sans SO2. Parce que ça peut être compliqué, c'est bien d'avoir un volant aussi. Bon, celle-là, on la sulfite, elle partira dans les buvets avec SO2. Ça laisse une porte de sortie. Si on est obligé de faire tout son chien en vin sans SO2, on peut se retrouver dans des situations où ça peut être parfois compliqué. Notamment pour garantir un certain niveau de matière, par exemple sur le produit avec une malo sous-marque qui s'est déclenchée, c'est pas forcément évident derrière de le gérer correctement. La nutrition azotée, ça fait partie des grands classiques. Les maturités, pour là-dessus, on n'a pas vu de grandes différences. On a testé des maturités différentes, alors on n'est pas allé vraiment sur une surmaturité pour l'instant, parce que ça demande des moyens qu'on n'a pas forcément. On va essayer cette année, mais ça voudrait dire de trouver un vigneron. Alors, on a peut-être à peu près trouvé, mais un vigneron qui nous demande de la vendange, qui va plus en surmaturité, qui va trier. Donc, il va falloir avoir du tri type Visio, du type Musti, en pour avoir vraiment quelque chose de super cool pour pouvoir tester derrière. Parce que ces gens-là, en général, ils vont pas à 3 € la bouteille, leur acheter la vendange, c'est pas forcément facile. Donc, c'est des choses qui sont compliquées un petit peu à mettre en œuvre à la campagne. On va essayer de faire mieux là-dessus. On n'a pas une grande différence, mais le but, c'est que ce soit quand même une bonne maturité pour bien faire monter. Et sain, entre guillemets, pour pas avoir trop de problèmes. Moi, un point que je le trouve important, faut aérer les 25 secondes pendant les minutes. C'est hyper important. Parce que ça fait partie, on a besoin d'oxygène de toute façon pour la fermentation. Et ça se retrouve après en vin, en fait, il a besoin de d'oxygène. Alors, il faut l'apporter au bon moment. Il ne faut pas l'apporter dans des phases critiques, quand on va mettre en bouteille ou au tout début dans la phase préfermentaire. Mais il y a des moments où le vin il a besoin de l'oxygène, c'est vraiment important. Et il ne faut pas l'oublier, il y a des vignerons
ils pensent qu'ils sont dans des bassins SO2 et c'est valable en blanc, en rouge. Et du coup, ils se bloquent, ils mettent pas d'oxygène et il ne faut pas s'étonner d'avoir des montages de fermentation derrière et d'être coincé. Donc c'est vraiment, c'est bête, vous y pensez, mais le vigneron ne pensera pas forcément, donc il faut le rappeler, c'est vraiment important, je pense. Voilà. Voilà pour les rouges, on a à peu près tout ce qu'il faut. Il faut savoir qu'on a tendance à avoir des ballons qui peuvent se déclencher un peu plus vite quand on fait des bassins SO2, mais c'est pas forcément toujours le cas. Hein, sincèrement, avec des gens qui ont des bonnes maîtrises des températures, qui tiennent bien leur cuve, et avec des maturités plutôt avancées de la matière, elle se déclenche pas aussi facilement que ça. Ça va être plus le cas sur des vins qu'on va voir fruiter léger avec des matières un peu plus légères qu'on a mangé un petit peu plus tôt. Et entre nous, de ne pas faire des macérations trop longues sur ce genre de produit, c'est pas forcément un gros problème, quoi, parce que l'objectif produit n'est pas sur des grosses matières. En blanc, c'est plus compliqué dans la région. En Bourgogne, en Alsace, ils arrivent à faire des trucs qui sont très bien sur des vins avec des bases aromatiques terpéniques, sur des vins avec des bases tiolées type Sauvignon. C'est plus compliqué. Je commence à voir un ou deux producteurs qui sortent des choses correctes, même plutôt bien. Mais c'est compliqué, il faut les tenir avec des bases Sauvignon hein, quand même dedans. Ça veut dire qu'il faut bien gérer son inertage sur la phase pressurage avec les températures qu'on a, ça peut être compliqué, donc il faut bien gérer cette phase-là. La bioprotection peut être un outil pour ces moments-là, parce que justement, elle va nous permettre d'occuper l'espace et de pouvoir faire quand même des bombages. On va pas utiliser ça parce que ça derrière, on va se faire chier à faire des bombages, donc je vais y arriver, ça va être compliqué. Après, en fermentation, bon, là-dessus, il n'y a pas. Alors, il vaut mieux essayer d'éviter de rajouter des critères. Hein, les fermenter à 16, c'est peut-être pas la meilleure solution. Les vins qu'on peut faire sans SO2. J'ai beaucoup de vignerons, ils veulent tout mettre ensemble. On va faire un indigène, on va faire. Faut faire par étapes. Et je pense que pour le coup, 20-22, c'est très bien. De l'oxygénation pour que ça se passe bien. La grande difficulté en blanc, en fait, là où on a le plus de problèmes, c'est les mâles. C'est tenir les mâles derrière. Alors, on va devoir les tenir à froid jusqu'à ce qu'ils arrivent à bien. C'est pas forcément évident. J'ai plusieurs techniques qui se développent. J'ai des gens qui vont éventuellement vinifier aussi à côté des colombards ou des huiles blancs et qui vont rajouter de l'acidité entre guillemets pour essayer de tenir un peu plus bas ou de remettre de l'acidité si la malo s'est fait sur le vin principal. Ça, c'est des choses qu'on voit. Il y a des gens qui vont faire la malo. Alors là, en général, on va plutôt essayer de partir sur des bactéries. Soit quand c'est des gens qui sont en production nature, ou pour des gens qui sont en production plus standard, on va dire. On va essayer de la maîtriser, de la contrôler un peu. La difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas vraiment des bactéries lactiques sélectionnées pour faire des malos sur Sauvignon. Hein. C'est pas vraiment notre truc à nous. Là, il y a peut-être des choses à faire, des choses à chercher là-dessus. Mais ouais, c'est la malo la chose la plus compliquée. Ou arriver à le tenir à froid jusqu'à la mise en bouteille. Et limite faire une mine stérile. Alors on le sait, sur les mines stériles, la seule vraie qui marche, c'est une mise à chaud. Il n'y a que ça qui vous garantit de la vraie stérilité, à moins de le faire vraiment dans un. Il y a quelques prestataires, je sais que la Bergerac le fait en pièce blanche avec un cartouche 3 étapes, etc. La seule vraie mise en bouteille stérilisante, c'est la mise à chaud. En élevage, bon, ben, on l'a dit, il y a les deux points clés. En général, jusqu'au printemps, on n'a pas trop de problème. C'est là où on prend la décision, est-ce qu'on fait un vin qu'on met en bouteille tôt ou est-ce qu'on continue un élevage dessus ou pas. Et c'est là où on prend la décision de sulfiter, si on a les marchés ou pas pour les gens qui font des braques. Ça se tient, il y a beaucoup de gens qui vont filtrer en novembre-décembre pour que les vins soient propres pendant l'hiver. Et puis on a cette notion dont je parlais tout à l'heure de volatilité qui ont tendance à monter juste après les malots. Donc, on a de plus en plus de gens qui vont filtrer justement avant de rentrer dans l'hiver pour être un peu propre. Donc, on va les retrouver. On a des montées de volatiles au printemps aussi. Et quand on commence à regarder, ben, c'est pas forcément des acétiques. C'est des lactiques qui reviennent à la charge. Et quand elles sont à un niveau assez élevé, quand elles ont fini, on fait le malique et on fait autre chose dans les lactiques. Et puis ça fait pas forcément que les bonnes choses. Donc là, on a un vrai point à comprendre et à rechercher. J'en ai pas parlé, on va essayer de voir l'outil Phytosan, comment il peut fonctionner sur bactéries pour gérer les malos pour les anciens SO2. Entre nous, pour l'instant, tout ce qu'on a regardé, parce que comme d'habitude, on prend des échantillons sur le terrain, on commence à regarder avec l'université ce qui se passe. On a des zéro efficacité, pour l'instant, on est un peu dubitatif. Alors, peut-être que ça marche par endroit, mais on aimerait bien comprendre, voir et voir si on peut développer par rapport à ça. Pour l'instant, on a un peu de retour. Et après, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'important, c'est la gestion des gaz. Bon, alors, je ne parle pas trop de la partie microbio, je pense que Nicolas le fait un peu plus que moi
C'est important de gérer sa partie microbiome, vous savez le faire. On suit ses brettes, on suit ses populations totales, on suit ses bactéries, on voit comment ça fonctionne. La partie microbiome, on a les outils, vous savez les maîtriser. Je pense que c'est pas là il faut un peu plus, c'est un peu plus renforcé sur les 20 SO2 qu'on va envoyer en élevage. Là, voilà, il faut renforcer, il faut être plus attentif. Le suivi de population totale de levure peut suffire dans un premier temps pour voir l'évolution des populations, puis aller avec des outils plus dans le détail après. Non, ce qui va vraiment être important, et c'est là où on a besoin le plus petit, c'est la gestion des gaz. En général, on va essayer de garder le plus gazeux possible, voire les regazer si vraiment ils ont trop perdu après pour ceux qui filtrent en tangentiel vraiment humanitaire. On va essayer de les tenir en général, on est au-dessus de 1000, hein, les gens ils les calent à 1300, 1500, ok. C'est ma dernière date. Et après, bon voilà, les conserver et surtout les réajuster au moment de la désir. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Donc ils mettent en bouteille des vins trop gazeux. Donc là, c'est vraiment important. Il y a une vidéo qui a été faite par mes vignerons et moi-même, elle est quand même assez intéressante, c'est sur le site des journées techniques. Elle est toujours disponible, les témoignages sont vraiment intéressants, c'est des vins qu'on va écouter derrière, c'est des vignerons qui en font depuis pas mal d'années, qui ont pas mal de recul, qui sont très techniques. C'est assez intéressant d'aller voir ce qu'ils disent, chacun fait de façon différente, c'est assez intéressant. Et dernier point, je vous remercie pour votre attention. Certains d'entre vous le savent et le reçoivent des gens, on fait un bulletin pendant les vendanges toutes les semaines avec ma collègue Anne, dans lequel on fait un petit point de ce qui se passe dans la région, on vous rappelle toute la réglementation, les documents pour la réglementation, on fait des points spécifiques sur des sujets comme ça. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on vous l'envoie, nous donner votre adresse mail et on va le faire à la liste. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on prenne quelques questions rapides On a dit qu'on allait garder les questions. Une question pour la fin. Oui, comme ça. Il y a peut-être des choses qui vont se recouper. Bonsoir à tous, c'est bon au niveau du micro. Donc, je m'appelle Patricia Balestra, je suis maître de conférence à l'Université de Bordeaux. J'ai effectué mes recherches dans l'unité de recherche analogique à l'ISVB. Et je remercie donc de m'avoir invité ce soir, ce qui me donne l'occasion d'évoquer avec vous l'altération du goût de souris. Et notamment donc, cette notion de recrudescence. Alors, donc, le goût de souris, il s'agit d'une altération du vin, en fait, d'origine microbienne. Elle n'est pas récente. On retrouve, en fait, la première description du goût de souris vers la fin du 19e siècle. Donc, on la retrouve dans ces écrits-là. Et la définition, en fait, qu'on en donnait, c'était qu'il s'agissait, en fait, d'une flaveur du vin, donc qui rappelait l'odeur émanant donc des cages de rongeurs mal entretenues. Donc, voilà, au départ, la définition. Alors, cette altération, ce défaut, en fait, il a cette particularité de ne pas pouvoir être ressenti, en fait, par la voie orthonasale, mais en fait, uniquement par la voie rétronasale, une fois que le vin a été mis en bouche, mélangé avec la salive. Et c'est après que les composés, on va le voir, les composés responsables sont volatiles et perçus par la voie rétronasale. Alors, on observe actuellement une recrudescence en fait de ce défaut, notamment dans les régions Val-de-Loire, notamment dans le sud-est de la France, ici sur Bordeaux, beaucoup moins. Donc, cette augmentation en fait de la fréquence du goût, c'est vrai qu'on a tendance à l'attribuer donc aux teneurs en sulfite, donc qui sont plus faibles désormais dans les vins. On l'attribue également à l'augmentation des pH du vin, du réchauffement climatique, et au recours donc aux flores indigènes qui parfois ne sont pas forcément bien maîtrisées. Alors, je vais évoquer d'abord avec vous l'aspect sensoriel. Donc, alors, doit-on parler du ou des goûts de souris? Alors, la question, en fait, elle est légitime parce qu'on utilise, en fait, plusieurs descripteurs pour une même altération.
Alors, ces descripteurs, quels sont-ils? Bon, évidemment, il y a l'aspect, donc l'odeur qui émane de cache de rongeur, donc on peut dire en fait l'urine, hein, en fait, de ces animaux. Par donc ce descripteur, certains dégustateurs, face à un vin dont ils sourissaient, vont plutôt évoquer la peau de saucisson, d'autres vont plutôt évoquer la croûte de pain, ou bien le popcorn, ou bien le riz soufflé, ou bien encore les crackers. Donc c'est vrai qu'on se retrouve vraiment face à une multitude de descripteurs. Alors, on peut attribuer déjà, en tout cas, on peut trouver là une première explication sur le fait qu'en fait, le goût de souris est dû à plusieurs molécules. Ces molécules, ce sont donc des cides aromatiques contenant 5 ou 6 carbones et évidemment dans quel azote. Il s'agit en fait de N-hétérocycles. Alors, on retrouve les noms complets, évidemment, en laboratoire, on les appelle par leur petit nom. Hein. Donc, on a l'API présenté à gauche, la THP au milieu et le THP. Donc, dans le cas de l'API et de la THP, on se retrouve en fait avec un branchement acétyl sur les cycles, alors que pour le THP, il s'agit en fait donc d'un groupement éthyle. Alors, ces molécules, donc, elles ont la particularité de pouvoir en fait de se présenter en équilibre tautomérique sous deux formes. Donc les formes énaminées qu'on retrouve à droite sur le document, donc avec l'encadré dans le vin, parce que effectivement cette forme-là, on la retrouve au pH du vin. Hein, c'est le pH du vin qui va favoriser cette forme-là. Et du coup, cette forme-là est moins volatile et elle ne portera pas en fait le goût de souris. C'est pas celle-là qui va amener le goût de souris. Celle qui va amener le goût de souris, c'est celle qui est présentée à gauche dans l'équilibre en fait qui est représentée. Donc c'est la forme donc iminée qui est beaucoup plus volatile et c'est cette forme-là qui apparaît quand le vin est mélangé à la salive. À ce moment-là, les composés deviennent beaucoup plus volatiles et sont perçus par voie rétronasale. Donc là, vous l'avez en représentation au niveau de la THP, mais on a également ces équilibres tautomériques, notamment au niveau de la pie aussi. Alors, j'ai gardé ce tableau juste pour vous donner une idée en fait des concentrations que l'on retrouve dans les vins souricés. Donc, le THP, c'est la molécule que l'on va retrouver en plus grande quantité, hein, parce qu'on peut atteindre des valeurs qui sont autour des 150 microgrammes par litre. Néanmoins, quand on fait attention au seuil en fait de perception de cette molécule, c'est celui qui est le plus haut. Donc, c'est pas forcément, le THP n'est pas forcément le plus grand contributeur en fait du goût de souris, même si a priori on peut le retrouver en grande concentration dans les vins souricés. Je pense qu'un des plus grands contributeurs en fait au goût de souris, c'est la THP. On peut retrouver jusqu'à des valeurs, vous voyez, qui tournent autour des 100 microgrammes par litre, parce que quand on regarde en fait les seuils donc de perception, alors on les a revus avec Sophie Tempère qui travaille au laboratoire, donc on les a revus et donc on tourne autour de 1 microgramme par litre dans l'eau. Évidemment, ces valeurs-là doivent être ajustées dans le vin, mais la THP semble être le meilleur contributeur. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a en fait récemment analysé au laboratoire un certain nombre de vins souricés et on s'est rendu compte que finalement la troisième molécule qui est notée ici, l'API, eh bien, elle était très peu souvent dans les vins souricés. Alors après, quand elle y est, elle est une dose qui sont marquées là, hein, donc en petite quantité, mais avec un seuil de perception qui est plutôt bas. Donc pour le coup, effectivement, hein, quand il y a de l'API, ça se ressent facilement. Mais finalement, il y a peu de vins souricés avec de l'API et c'est plutôt de la THP et de l'ETHP que l'on retrouve dans les vins. Et ça, en fait, c'était pas une notion qu'on avait il y a déjà quelques années. Là, on a ces notions récentes, en fait, au labo. Alors, plusieurs descripteurs pour une même altération. Donc, on a vu évidemment, on a vu plusieurs molécules impliquées, sûrement un effet matrice des vins qui peut expliquer cela. Et puis aussi une différence de perception entre individus. Alors, c'est vrai, d'avoir toute perception, en fait, d'arôme. Mais là, encore plus, parce que finalement, il y a ce mélange nécessaire avec la salive pour avoir des molécules volatiles et on est loin d'avoir le même pH buccal. Le pH buccal, il peut varier d'un individu à un autre, d'une valeur de 6 à une valeur de 8. Qui plus est, dans la journée, en fait, on a vu un buccal qui va varier, notamment avec ce que l'on a mangé. Donc, ça aussi, ça peut peut-être expliquer des différences. Alors, au laboratoire, en fait, avec Sophie Tempère, quand on a commencé à travailler sur le goût de souris, une des premières choses qu'on a faites, c'est on a eu la volonté en fait de vouloir aller vers un consensus dans la perception en fait de cette altération, la perception sensorielle, puisque on a vu hein, que effectivement il y avait une grande disparité dans la perception.
Et on a passé en revue un petit peu toutes les techniques qui étaient évoquées. Et finalement, donc, on a montré que c'était le bicarbonate de soude qui permettait de mettre un jury plutôt d'accord en fait sur cette perception et puis même sur une note, sur une intensité en fait. On était capable de donner au goût de souris. Alors ce bicarbonate de soude, il est ajouté alors sur des vins rouges, il est ajouté à 5 grammes par litre de façon à obtenir un pH qui est aux alentours de 5. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a le meilleur consensus pour donc ressentir le goût de souris et puis avoir cette intensité, de dire ok c'est plutôt faible, moyen ou élevé. Alors, quelques mots sur le dosage, en fait, de ces molécules que l'on a évoquées. Alors, pour l'instant, pas de méthode officielle pour doser les N hétérocycles du goût de souris. Donc, il y a deux techniques, en fait, qui sont utilisées. On a la chromatophase gazeuse qui est utilisée, donc avec la colonne au centre du schéma, dans lesquelles les composés vont passer et qui seront séparés en bout de course en fonction de l'affinité avec la colonne. Donc, chromatophase gazeuse qui nécessite donc dans certaines techniques une extraction des composés, extraction donc en phase liquide-liquide, enfin extraction liquide-liquide, c'est ce qui est utilisé par des laboratoires du Bernet, qui proposent donc le dosage de l'API et l'APHP, ils le proposent donc à la prestation. Voilà, donc nous au laboratoire, nous avons enfin donc validé la méthode. Donc c'est toute l'équipe de chimie de Monsieur donc Gilles de Revel qui a mis au point donc la méthode, elle est validée et les résultats sont évidemment en cours de publication. Alors on est resté donc sur l'idée de la GCMS avec une extraction un petit peu particulière sous forme de twister en fait avec des barreaux en fait sur lesquels finalement les composés du goût de souris vont être absorbés, consommés là aussi au niveau des échantillons, on va se mettre à un pH basique pour que ces composés deviennent plus volatiles, s'accrochent en fait, s'absorbent à la surface donc du twister, puis ensuite ils sont désorbés et ils passent donc en chromatographie phase gazeuse. Donc ensuite, bien évidemment, l'équipe de Gilles de Revel souhaite pouvoir mettre à disposition la méthode pour pouvoir faire des dosages donc de ces composés. Donc il y a d'autres méthodes qui ont été développées, notamment par le laboratoire Excel. Donc là on est sur la chromatolytique. On a le dosage en fait de 4 composés parce qu'on a aussi la 2-acétylpyridine qui peut être dosée. Alors nous aussi, en fait, je ne vais pas cliquer sur le diapo, mais on est capable aussi de doser la P, mais qu'il y a semble-t-il par la dose, mais moi je me pose encore des questions de pourquoi on la dose parce que je ne suis pas très sûre de sa contribution dans le goût de souris. Mais en tout cas, les 4 molécules-là peuvent être dosées par chromatographie en phase liquide. Alors là, ce qui est donc évoqué par les laboratoires Excel, c'est la facilité en fait de préparation de l'échantillon. Donc une préparation plus simple et plus rapide. Et donc là, évidemment, c'est proposé à la prestation. Voilà. Alors, l'aspect microbiologique maintenant. Donc, quand on a commencé à retravailler en fait sur cette altération dans la littérature, on voyait que les micro-organismes responsables, capables donc de produire les molécules que j'évoquais un petit peu plus tôt dans mes propos, eh bien, c'était des bactéries lactiques, avec notamment des espèces qui appartenaient au genre Lactobacillus, des Enococcus et puis également des pédocoques, Enococcus parvulus qui étaient impliqués. Et puis, des levures d'altération du vin avec Brettanomyces, donc Brettanomyces mucilensis. Alors, nous, au laboratoire, donc, on a reçu un certain nombre d'échantillons que l'on a analysés, donc des vins sollicés. Donc, on s'est attaché à, évidemment, faire l'analyse microbio, à isoler les micro-organismes, on les a identifiés et on les a screenés. On a mis en place donc une méthode de screening, en fait, pour voir leur capacité à produire le goût de souris. Et on avait l'espoir en fait de trouver peut-être d'autres espèces que celles qui étaient marquées là, et non, pour l'instant pas de scoop, à savoir que on a retrouvé effectivement des espèces qui appartenaient au genre Lactobacillus. On retrouve énormément d'Enococcus et puis beaucoup de Brettanomyces mucilensis. Donc on va retrouver un ou deux genres particuliers, mais avec vraiment un pouvoir en fait de production beaucoup plus faible que Enococcus et Brettanomyces mucilensis. Alors, néanmoins, j'en parlerai tout à l'heure, on est en train de voir un petit peu au laboratoire, on a démarré, on regarde s'il y a des interactions possibles en fait entre ces micro-organismes, entre bactéries lactiques et entre Brett et des bactéries lactiques.
Je le montrer ensuite. Alors, la voie de production, elle est encore méconnue. Néanmoins, donc, dans les années 2000, au début des années 2000, il a été évoqué quand même certaines voies de production. Donc, il est dit que les micro-organismes, en fait, seraient responsables de la cyclisation, en fait, d'acides aminés. Donc, ces acides aminés, ce sont la lysine et l'ornithine. Donc, ces acides aminés, pas dans leur forme, ne sont pas cycliques. Donc, on a une cyclisation, puis ensuite un branchement donc, du complément acétyl, l'acétyl provenant donc de l'acétaldéhyde. L'éthanol est de toute façon obligatoire pour voir l'arrivée du goût de souris. Quand il n'y a pas d'éthanol, on ne le voit pas en fait, le goût de souris arrivé. Donc, ce qui nous donne en fait la production, comme vous le voyez à gauche, d'ATHP à partir de la lysine et la production d'API à partir donc de l'ornithine. Alors, sur ce schéma, ce que vous ne voyez pas, c'est le THP. En effet, il est dit que le THP, en fait, serait issu de la réduction de l'ATHP. Donc après, est-ce que c'est une réduction qui pourrait être due aux micro-organismes ou aux conditions du milieu? Là, ça reste à confirmer, à vérifier. Alors, les paramètres clés de la production du goût de souris, donc, on dit effectivement c'est en recrudescence, néanmoins on ne le trouve pas dans tous les vins. Donc, on a du mal pour l'instant à déterminer ce qui va faire qu'un vin va donner le goût de souris. Alors, évidemment, le métabolisme microbien, il a un rôle hyper important. On voit que quand on fait des screenings, on a des micro-organismes qui sont plus performants que d'autres pour produire. Donc, le métabolisme microbien, mais on ne connaît pas encore véritablement. Il y a ces hypothèses qui ont été évoquées, mais pour l'instant, on n'a rien confirmé. La concentration en précurseur, y a-t-il un effet seuil au niveau de ces acides aminés? Alors, de ce côté-là, on a tendance, quand je discute, à dire non, mais il y aura de toute façon suffisamment d'acides aminés dans tous les vins pour avoir la production du goût de souris. C'est pas ça qui va faire la différence. Néanmoins, ça reste quand même à vérifier. La concentration en acétaldéhyde peut avoir un effet. La composition tannin, pourquoi pas, il y a des matrices, en fait, des vins qui sont quand même plus propices au développement du goût de souris que d'autres. Donc, ça reste en tête. Alors, nous, on a testé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai hésité à enlever la diapo, mais je vais garder, on va faire vite. On a en fait testé, alors là, c'était des travaux plus anciens, on a testé 26 souches au laboratoire donc, de bactéries lactiques. On a ensemencé, en fait, donc on a un milieu modèle dans lequel, finalement, on va retrouver tous les précurseurs connus à ce jour pour avoir le développement du goût de souris. Donc, notamment, passer en rouge les deux acides aminés évoqués précédemment, l'acétaldéhyde également. Donc, ce milieu est ensemencé à très forte dose, rien à voir avec les densités de micro-organismes que l'on va retrouver dans les vins. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'objectif, c'est vraiment de mettre toutes les conditions pour voir si le micro-organisme est capable de produire. On incube à 24 heures à 25 degrés pour l'analyse de surnage. Donc, à l'époque, nous avions comme moyen à disposition, en fait, on avait uniquement la capacité de doser l'API et puis on faisait du sniffing. Et donc, on a screené donc, ces 26 souches. Alors, le sniffing peut encore être utilisé aujourd'hui parce qu'il est assez pratique et rapide. On utilise en fait des petites mouillettes, comme on peut retrouver en parfumerie. Ces mouillettes sont imbibées de soude, donc à pH 13. Elles sont à pH très élevé, elles sont séchées bien évidemment. Donc, l'objectif, c'est de les rendre basiques et elles sont ensuite trempées dans le milieu modèle qui a donc été incubé pendant 24 heures. On s'est débarrassé des cellules avant de mettre sa petite mouillette. La mouillette remonte par capillarité et ensuite elle est disposée dans une petite fiole et on laisse un temps donné et le jury donc, ouvre la fiole et du coup on est sur une évaluation orthonasale. Voilà, donc alors ça marche bien, c'est tentant, on se dit, ça serait bien de le faire sur le vin, c'est pas le mieux, on l'avait testé, nous, à l'époque avec Sophie Tempère, c'est pas le mieux, ça marche beaucoup moins bien sur le vin, les mouillettes, il vaut mieux utiliser le bicarbonate, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, donc les résultats, on avait pris 14 souches en fait de nos coccusseries. À l'époque, on venait juste d'avoir nos arbres, donc on les a prises bien dispersées sur les arbres. Et quelle n'a pas été la surprise de voir qu'en fait, 13 des 14 souches étaient capables donc, de produire de la pie. Et puis, je dirais le goût de souris en général, puisque au sniffing, on sentait vraiment bien ce goût de souris. C'est un peu moins fréquent pour les autres espèces donc, qui étaient testées. Il y a un petit Pantarum et Bribis. Néanmoins, notre échantillonnage étant plus petit, pour comparer les fréquences, il faut évidemment augmenter le nombre d'échantillons.
Alors, dans ce que l'on peut dire par rapport à ces œnococcus il y avait vraiment 6 souches qui étaient vraiment très performantes pour produire de la pie. Alors, évidemment, on s'est dit, production en milieu modèle, d'accord, mais est-ce que ces souches sont capables de produire dans le vin? Donc, en fait, on avait testé, on avait pris 3 de ces souches. Je crois qu'on avait pris une faiblement, moyennement et une qui était vraiment capable de produire du goût de souris. On les a ensemencés, alors là aussi, de façon très massive, rien à voir avec ce qu'on a dans le vin en vrai. Donc, on avait ensemencé un vin rouge, donc un pinot noir, incubé 10 jours à 25. Donc là, le vin avait déjà fait la FML. Et on a dosé, en fait, la pie. Et pour voir, en fait, quelque chose, on se doutait que peut-être avec le vin non modifié, on ne verrait pas grand-chose. Et effectivement, notre vin, on l'a séparé en deux, l'échantillon en deux, et on a rajouté dans un des vins, dans le vin, on a rajouté, sur une partie en tout cas, de l'ornithine. L'ornithine, je vous le rappelle, c'est le précurseur, en fait, de la pie. Voilà, la pie, c'était le seul composé à l'époque qu'on était capable de doser. Donc, vous le voyez, les conditions au moins, donc c'est le vin non modifié, au plus, donc avec l'ornithine. Alors, j'ai pas oublié de mettre les histogrammes pour le au moins, c'est que tout simplement, quand le vin n'est pas modifié, ensemencé de façon massive, avec nos souches qui sont capables de produire dans le milieu modèle, et bien en tout cas, il s'avère qu'au bout de 3 jours, et on peut attendre jusqu'à 10 jours, il n'y a pas production donc d'appui. Pour autant, on voit qu'en comparaison, quand on a boosté en fait le vin avec l'ornithine à 1 gramme par litre, et bien là, on a la production d'appui qui se voit dès 3 jours et qui est bien confirmée, bien significative à 10 jours. Donc, ces souches-là sont tout à fait capables de produire dans le vin. On voit qu'effectivement, la concentration en ornithine a un rôle à jouer. Alors, 1 gramme par litre, on est largement au-dessus de ce que l'on va trouver naturellement dans les vins. Dans les vins, on va se retrouver aux alentours, enfin, maxi, d'après ce que j'avais noté dans certains tableaux, on est sur du 20 mg par litre, si je me trompe pas. On est quand même au-dessus. Voilà, donc milieu modèle pour la production, ok. Dans le vin, oui, dans certaines conditions. Et l'ornithine est un élément clé. On avait testé mise à l'épreuve des levains malolactiques également. Donc du coup là, on travaillait en conditions œnologiques. On a suivi les prescriptions de levain malolactique. On a à nouveau boosté en fait un ornithine. Là, le côté positif, c'est que ces levains qui étaient en cours de sélection, en fait, on leur a fait un malon. C'est bien l'objectif. Et 10 jours après la FML, pas d'appli. Donc, c'était plutôt rassurant sur les 14 souches que nous avions testées. Et nous avons poursuivi les manips sur 2 mois pour 3 des souches et pas d'appli, donc, dans les essais. Donc, il faut voir si cette mise à l'épreuve est suffisante, s'il ne faudrait pas rendre des conditions encore plus drastiques, mais ça pourrait être un moyen d'aller vérifier en cours de sélection cette non-capacité, en fait, à produire du goût de souris. Voilà, je termine sur les derniers résultats qu'on a trouvés au laboratoire. On a travaillé donc sur l'espèce Brettanomyces bruxellensis. Là encore, on avait à disposition toute notre collection de souches. On avait 22 souches donc, au laboratoire. On les a prises bien réparties dans nos arbres. Et bien là encore, toutes les souches produisent de la THP, de l'ETHP. Attention, les brettes ne produisent pas d'api. Donc, ça, il faut savoir, donc on l'a confirmé, c'était déjà dit dans la littérature. Donc, elles produisent toutes en plus ou moins grande quantité. On ne retrouve pas de lien avec les groupes génétiques qu'on avait décrits en fait au laboratoire. Donc, par exemple, les souches qui sont les plus résistantes au sulfite, par exemple, ne sont pas les plus productrices. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas de relation pour l'instant. Voilà, donc on s'intéresse maintenant, je vous le disais, aux interactions possibles entre Brettanomyces bruxellensis notamment et les P de coq. On a fait des premières manips qui nous laissent penser qu'il y a des interactions possibles avec lesquelles après il faudra voir, mais évidemment avec un effet synergique qui conduirait à une production plus importante de goût de souris. Voilà, donc en conclusion, il y a effectivement une meilleure compréhension des phénomènes mis en jeu qui est nécessaire pour pouvoir maîtriser l'altération. Donc, c'est ce qu'on s'attache à faire en fait avec mon doctorant, donc Pierre Mouly, au laboratoire, donc en projet ICIMAI. Donc, on est en cours de manip. Alors, c'est pas évident avec le Covid, mais bon, en plus, c'est entre l'Allemagne et la France, donc il va repartir en septembre. Avec évidemment en perspective, au-delà d'essayer d'expliquer les phénomènes, hein, c'est de vous. On a l'intention, on souhaiterait développer des outils de diagnostic du risque d'apparition du goût de souris dans les vins, avec des tests de détection moléculaire de souches qui seraient particulièrement à risque, et puis proposer, pourquoi pas, après, si possible, des dosages de précurseurs. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci.
C'est le maître prend les embauches, il doit faire le métier, il doit faire le message de l'auteur. Ok. Ça marche. Ça marche, vous avez non? Oui. Donc, c'est désespérant parce que depuis qu'on a commencé, il n'y arrête pas de pleuvoir. On va dire que c'est désespérant parce que c'est ici, ce qui se passe avec la vie. Donc, comme tout a été dit, moi je vais vous parler de ce sujet que je connais bien, c'est moi-même. Moi, je vous présente parce que je vois François se décomposer dans les parties pour 45 minutes. Non, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais il y en a pas mal qui me connaissent, alors je m'arroge pas la spécialité d'être l'œnologue spécialiste de l'instant sulfite, loin s'en faut. Je ne vais pas vous apprendre non plus à faire du vin parce que il y a même des gens dans la salle qui ont bien plus d'expérience que moi dans ce domaine. Simplement, je voulais plutôt avoir un retour d'expérience. Alors, je vais me présenter un peu, c'est pour ça que mon histoire, qui est un peu aussi le pourquoi du comment. J'ai oublié le truc. Avant d'en arriver à aujourd'hui, on va dire que j'ai fait 7 ans de théorie et 25 ans de pratique. Alors la théorie, je l'ai fait à l'université, ce qui m'a permis de finir avec un master 1 en microbiologie, donc je suis maître en microbiologie. Et ensuite, j'ai fait un master 2, on appelait un DEA à l'époque, en immunologie, mais avec une forte connotation microbiologie, puisqu'à l'époque, c'est pratique de savoir que vous allez travailler sur les interactions. À l'époque, c'était pas mon sujet, mais mon sujet, c'est les interactions Saccharomyces, Leuconostoconos, puisqu'il s'appelait comme ça, le Leucococcus s'appelait comme ça à l'époque. Et je me souviens de ma présentation, il n'y avait pas l'ISVD à l'époque, c'était donc à Talence, là-bas, ce qu'on appelait, ça donnait des plans, c'était pas encore inauguré par Alain Juppé, donc c'était pas la faculté d'immunologie, c'était l'Institut anglais. Présentation, moi j'étais à votre place, il y avait le jury, dans ce jury, il y avait Pascal avec Organo, je ne me présente pas, et qui dit, sujet de très bon travail, mais ce sujet n'intéresse pas l'immunologie, on parlait des interactions de pure. Ça c'est pour la petite histoire. Ensuite, après ces 7 ans de théorie, j'ai 25 ans de pratique d'immunologie de terrain, alors, donc dans des contextes divers et variés, et parfois des pluristiques. Et alors pour ce qui est du sujet du jour, je m'intéresse depuis à peu près 15 ans à la diminution des sulfites à l'époque où personne, ça n'intéressait personne. Donc chez les clients qui voulaient bien se pencher sur le sujet pour voir si ça avait un intérêt par rapport à la qualité des vins. Alors évidemment, l'expérience est essentiellement sur les vins rouges dans la région. Et je valide tout à fait ce que disait Stéphane sur les vins blancs. Dans un univers AOC, c'est compliqué puisque là, on modifie quand même beaucoup l'univers aromatique. Alors déjà, on modifie sur les rouges, mais on peut faire des vins sans sulfite qui passent la barrière de la sélection, de la dégustation, savoir s'ils font partie de la famille ou pas de l'AOC. En blanc, c'est beaucoup, et en rosé, c'est beaucoup plus compliqué. Sauf si on a en France, en tout cas, on peut créer sa propre identité et ça pose moins de problèmes. Donc, j'ai commencé à travailler ça et j'ai trouvé que le sujet était intéressant et je fais une analogie. Quand j'avais 16 ans, je voulais être guide de montagne. Et donc, tout ce que je vais vous raconter, en fait, c'est issu d'un petit bouquin
qui est épuisé, contrairement à moi, je parle des vins nature, de l'utopie à la réalité, donc je vais essentiellement parler de vins nature, donc je vais parler très peu d'intrants, voire pas du tout. Je vais un peu relire ce que Stéphane a dit, et je vais aussi parler un peu des goûts souris, parce que j'ai aussi remarqué ça depuis longtemps, c'est pas nouveau pour moi. Donc je pourrais faire une synthèse comme ça de ce qui a été dit, mais avec un retour du terrain. Donc, arrivé à la quarantaine, à peu près, on fait tous sa crise, et puis j'ai fait un retour, et finalement, je vous ai dit, montagne, et puis je suis. Et finalement, en réfléchissant sur ce qu'était mon métier, je me dis, mais finalement, ça n'a rien à voir, mais quelque part, ça y ressemble un peu, à savoir, c'est que un guide de haute montagne, il va prendre des clients, il va les amener en montagne, donc il va les accompagner sur un chemin, et en fait, faire du vin, c'est accompagner les gens sur un chemin. Donc, d'un point de départ, l'objectif, c'est d'arriver à un produit fini, sans que personne se casse la figure. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins dangereux de faire du vin que d'aller faire de l'alpinisme. Et il se trouve qu'à l'époque, en 1984, 85 et 86, il y avait une nouvelle génération d'alpinistes dont les grands principes, c'était de faire de l'escalade sans assurance. C'est-à-dire, on appelait ça en libre total. Et athlétique, ils partaient, ils faisaient les grandes voies des Alpes, et ils partaient sans assurance, sans mousqueton, sans corde, sans rien. Et moi, j'étais fasciné par ça. Et finalement, quand j'ai réfléchi un petit peu sur le métier que j'exerçais, je me suis dit, et sur ce qu'attendaient les gens de moi, en fait, il y a deux clients extrêmes, dont je parle un peu dans le cas, si vous voulez, il y a les clients, les vignerons qui vont vouloir être absolument sécurisés, donc ceux-là, il va falloir utiliser tout ce que nos techniques met à notre disposition pour qu'ils soient bien encadrés et bien sécures. Je dirais, ils sont un peu les mêmes qui vont chez le médecin, qui veulent leur sortir avec une ordonnance comme ça, parce que comme ça, ils ont l'impression d'avoir un bon médecin et de bien rassurés. Et à l'inverse, il y a ceux qui font appel à vous parce que ils font appel à votre expertise, à votre expérience, à votre connaissance scientifique. Parce que oui, je dis aussi que par rapport à ces 7 ans d'expérience de théorie suivi de 25 ans de pratique, pour moi, faire du vin, c'est faire de la science en bouton. C'est-à-dire qu'on a la dégustation nous permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations qu'il faut ensuite essayer de décrypter et de comprendre grâce aux travaux de la recherche qui en plus évoluent en permanence. Et donc, à l'opposé, il y a ces vignerons qui souhaitent, au contraire, essayer de se détacher des intrants pour essayer de faire des vins les plus, voilà, des vins nature, des vins qu'on entend. Voilà. Et alors, depuis peu, c'est très à la mode, mais il faut savoir que c'est quand même pas nouveau. Alors, je fais un retour en arrière, mais concernant le vin, il faut rendre à César, mais à Marcel Lapierre, ce qui lui appartient. C'est quelqu'un, un vigneron du Beaujolais, qui a commencé à faire tous les vins nature, ça a moins à communiquer dessus, et qui a créé une école de pensée de pratique à partir il y a une trentaine d'années, et qui est décédé en 2010 à l'âge de 60 ans. Bon, il ne faut pas voir la relation de cause à effet, mais enfin, ce dessus n'existe plus. Donc, l'histoire, elle part de là-bas, et ensuite, elle s'est diffusée, je dirais, dans peut-être des régions qui n'avaient pas le côté médiatique des grandes régions historiques, qui sont Bordeaux, la Bourgogne, la Champagne, et qui peut-être qui voyaient là aussi un moyen d'exister par rapport à ces régions à fort impact médiatique et à forte notoriété. Alors, je remettrai aussi ce qui a pas été dit, c'est que il faut revenir dans un contexte général de l'agroalimentaire. Si vous regardez la télévision, vous écoutez la radio et vous écoutez les publicités, vous aurez remarqué depuis plusieurs années que on est passé par rapport à l'utilisation d'intrants et d'additifs dans l'agroalimentaire, alors qu'autrefois, il y a 10, 20 ans, on mettait en avant le fait que dans les aliments, on rajoutait des choses plus. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, on met en avant le 0%, le 0,6, le 0 là. Et donc, le vin,
c'est un aliment comme un autre, c'est-à-dire avec un aspect culturel, certes, mais finalement, le vin est pris aussi dans cette pensée et cette sensibilisation des consommateurs. Et donc, alors, il y a deux intrants qui sont très négatifs dans le vin, c'est les sulfites et les levures, la fameuse levure qui perturberait l'expression, la libre expression du terroir. Alors, il faut savoir aussi que dans l'agroalimentaire, le vin n'est pas l'aliment qui contient le plus de sulfites. Ce sont les fruits secs qui sont très très riches en sulfites et dans des quantités 10 à 100 fois ce qu'on peut trouver dans du vin, à savoir essentiellement dans des produits qui viennent de la Méditerranée, Turquie, Maroc et Tunisie, bon, les abricots secs, les vins secs, les figues, les bananes. Alors évidemment, les bananes, ça vient pas de ces endroits-là, mais bon, c'est également des fruits secs. Alors, là où les vins sans sulfite posent un problème, non pas technique, mais je dirais culturel et d'approche, c'est qu'aujourd'hui, l'INAO ne reconnaît pas les sous-catégories vins sans sulfite au sein des familles. Ce qui pose un problème quand on veut faire partie de la famille et qu'il faut bien arriver à la fameuse dégustation de validation du fait qu'on participe, on est bien. Donc on ne peut pas, j'en ai discuté avec des gens de l'INAO ou des gens des ODG, on ne peut pas avoir des séries où il n'y aurait que des vins sans sulfite. Parce que la sous-catégorie, voilà, ils ne veulent pas diviser la famille. Donc ça, il y a peut-être un travail politique à faire là. Je sais que dans les concours, ça commence à rentrer, où on commence à savoir s'il y a des sulfites ou s'il n'y en a pas. Puisqu'en effet, comme très bien démontré Stéphane, c'est quand même des vins hors défaut qui quand même nous proposent un univers aromatique un petit peu différent. Des vins qui ont des sulfites. Alors, concernant les fraudes, je passe, parce que Stéphane en a parlé. Alors, ça, c'est le métier tel que je le vois, c'est-à-dire que quand on arrive sur une propriété, il faut prendre en compte le contexte global. C'est-à-dire qu'il faut regarder la tenue du vignoble, qui va être un indicateur important de la qualité des raisins. Il faut regarder l'équipement du chai, la technicité des vinificateurs. Donc, c'est pareil, hein, on n'emmène pas un débutant en montagne faire les grandes jorasses. On va peut-être un petit peu y aller par étapes avant, hein, c'est ce que disait Stéphane. Il y a ceux qui veulent tout faire d'un coup, là, qui veulent tout faire un sans sulfite de nature. Peut-être des étapes à passer, donc je valide tout à fait cette approche. Et ensuite, il faut évidemment, avant de s'engager dans l'élaboration de vin sans sulfite, sur la propriété de la matière première. C'est peut-être quelque chose qui a été moins développé. Donc pour moi, il y a trois critères principaux qui sont la teneur en sucre, le pH et la teneur en éléments azotés. Alors évidemment, Stéphane a parlé un petit peu des éléments azotés. Alors, bon, j'ai pris, parce que tout le monde n'a pas forcément fait de l'escalade, vous savez, comme l'escalade, pour ceux qui connaissent, les difficultés sont de 1, alors à l'époque c'était 6, maintenant je crois qu'ils en sont à 9, ça indique la difficulté du parcours. Donc j'ai pris plutôt soit on fait en ski, c'est-à-dire vert, bleu, rouge et noir, là ça parle plus, vous êtes plus nombreux à pratiquer le ski que l'escalade. Alors la tenue, alors, tout ça c'était dans ce petit bouquin que je vous l'ai dit didactique, et d'ailleurs, enfin, David Cobol, pour ceux qui s'en souviennent, avait été président d'une matinée, et il m'avait fait la grâce ou la joie d'avoir lu mon livre, et puis d'en avoir parlé sur une émission sur BFM, qui je crois n'existe plus, qui était fait par un article qui devait s'appeler c'était samedi matin. Ouais, mais avant c'était sur BFM. D'accord. Et donc, dans sa chronique, il avait parlé de mon petit bouquin, il avait dit que mon analogie avec l'escalade lui avait bien plu, il a trouvé ça très parlant. Donc, la teneur en sucre, pour moi, c'est la verticalité de la paroi. C'est-à-dire que si on considère que la levure est la modification, ce que le patient, enfin, le client est à l'escalade, voilà, la teneur en sucre, c'est la difficulté, enfin, c'est la verticalité de la paroi, évidemment, plus c'est vertical et plus c'est difficile. Alors, évidemment, jusqu'à 12 degrés, c'est piste verte.
Alors, je vous ai mis un degré probable en sucre, vous divisez par 17, vous multipliez par 17 et vous avez les valeurs. Ensuite, entre 12 et 13, bah, c'est pas très compliqué, hein, ça reste, on est dans la piste bleue. Puis à partir de 13, ça devient un peu plus ardu, et au-delà de 14, on est vraiment dans la piste noire. Et moi, je déconseille de se lancer dans une fermentation indigène au-delà de 14 degrés. Donc, je précise que pour les cuvées sans sulfite, il est aussi important de choisir la matière première. C'est ce que je décris. Alors, le pH, pour moi, c'est la pureté de la roche. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a plusieurs types de rochers, du calcaire, du schiste, hein. Mais il y a des roches qui sont dures et il y a des roches qui sont friables. Et évidemment, quand on veut y aller sans assurance, il vaut mieux avoir une roche qui tienne bien si on ne veut pas que, quand on arrive au milieu de la paroi, il y a une prise qui lâche parce que la roche se détache. Et nous, on tombe avec. Alors, on sait que le pH, par rapport à la microbiologie, ça va rendre on sait quoi, grosso modo, hein, le vin est une solution acide. Donc, le pH se situe entre 3 et 4, même si certains blancs sont un peu inférieurs à 3. On sait que, d'un point de vue microbiologique, à pH 3, on n'est pas du tout dans le même univers qu'à pH 4. Et donc là, c'est pareil, par rapport à tout ce qui peut être déviation, je ne sais pas toutes les maladies qu'on peut attraper, soit par des levures, soit par des bactéries. À pH 3, c'est pas du tout le même univers qu'à pH 4. Moi, je considère que le pH idéal est à 3,5. Je parle des rouges, évidemment. Parce qu'en dessous de 3,5, ça pose un problème à la dégustation. Parce qu'il peut y avoir une interaction avec les tanins. Comme on est dans une région, quand même, on a quand même une certaine concentration tannique. On peut avoir des vins qui paraissent durs, avec des tanins pas mûrs, alors qu'en fait, c'est juste un problème de pH. Si on a des rouges à pH 3,2, ça commence ça peut poser problème, simplement un problème de buvabilité du produit. Alors, pour les teneurs en azote assimilable, c'est-à-dire, c'est la taille des prises. C'est-à-dire que, par rapport à la levure, il y a la verticalité, mais il y a aussi, si en plus c'est vertical et en plus les prises sont toutes petites, ça va devenir très très compliqué. Alors, vous savez qu'il existe un rapport azote assimilable sur sucre. Je ne rentrerai pas dans les détails, azote organique, azote aminé, azote. J'ai un peu oublié toutes ces notions, mais grosso modo, ce que vous donnent vos laboratoires, en général, tous le font maintenant, puisque l'IRTF permet d'avoir des analyses d'azote assimilables maintenant assez fiables et assez rapides et en routine, ce qui n'est pas le cas quand j'ai démarré en analyse. Donc l'azote, si le rapport est inférieur à 0,8, on va dire que les prises ne sont pas très importantes. À 0,8, on va dire qu'on est dans un univers bien. Et au-delà de 0,8, alors là, on est dans un univers confortable. Alors, si on est très au-delà de 0,8, ça peut poser un autre problème, c'est-à-dire que ça peut fermenter trop vite et ça peut avoir d'autres problèmes pour entraîner la réduction, par exemple, comme paradoxalement, quand on manque d'azote, on peut avoir la réduction, mais quand on a trop, ça fermente trop vite, on peut aussi avoir la réduction. Alors en rouge, c'est pas trop un problème, quoique, parce que sur des vins sans sulfite, vu qu'on peut pas, la gestion de l'oxygène est quand même plus délicate que sur des vins avec sulfite, c'est quand même un paramètre important. Alors, bon, je vais pas revenir là-dessus, parce que Stéphane a très bien parlé de tout ça. Pour moi, les 3 points clés, c'est bien la bonne maîtrise de la FA, surtout à partir du moment où on a les raisins en cuve, il faut pas que ça traîne. La température est un facteur clé, on en a parlé, je ne vous dévoile pas. La fin des phases fermentaires également, puisque là, en effet, il faut surveiller au niveau, en particulier les acides négatifs, tout simplement. Et la phase critique, c'est aussi la mise en bouteille, parce qu'on peut vraiment mettre en l'air une année d'effort, voire plusieurs mois d'effort, en ne maîtrisant pas du tout sa mise en bouteille. Alors, concernant, je dis que je ne parlais pas de produits. Alors, pour la bonne maîtrise des fermentations, il y a 2 choix. Soit les choix de l'agriculture du commerce,
soit le choix du pied nul en indigène. Je parlerai juste simplement de deux outils d'analyse et de suivi microbiologique qui sont la cytométrie de flux et d'un milieu de culture qui s'appelle le SNIF, qui a été mis au point il y a maintenant 10 ans, voire 15 ans, par Christophe Gerland, qui est un homologue de la Vallée du Rhône, basé à Valence, qui est un milieu liquide, qui a l'avantage, c'est-à-dire que vous mettez un peu de vin dans ce milieu, vous le laissez à température, alors, à 30 degrés. Moi, je le mets sur, j'ai pas d'étude, mais je le mets sur la box. La box Internet. Et la box, elle est chaude. Et donc, vous voyez s'il se développe quelque chose. Et s'il se développe quelque chose, ça s'appelle sniff, parce qu'il faut ouvrir, il faut sniffer, et il y a des précurseurs de phénol dedans. Et donc, s'il y a des brettes qui ont l'aptitude à synthétiser les phénols, et ben, ça pue les phénols. C'est un milieu. Alors, on n'a pas la réactivité de la PCR, puisque la PCR, vous l'amenez au labo, le soir, vous avez donc vous savez si vous avez des brettes. Là, on est sur un milieu de culture, donc on peut voir s'il y a une population très très importante, si en 24 heures vous avez un résultat, c'est qu'il y a vraiment il y a le feu dans la queue, donc la queue peut être déjà fermée d'ailleurs. Et il faut aller jusqu'à 8 jours pour être sûr qu'il y a zéro brette ou capable de synthétiser les phénols. Par contre, ça permet vraiment de faire la différence entre des brettes capables de synthétiser les phénols et des brettes des fois, on voit qu'il y a des choses qui se développent, et quand on sniffe, ça sent pas bon. Bon, je parlerai pas de la gestion de gaz, parce que c'est vraiment la clé de l'élevage. Et en plus, il y a François qui me rappelle avant. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stéphane, surtout pour les rouges. Le gaz j'aime énormément la dégustation, donc il ne faut pas mettre des vins en bouteille au-delà de 0,8. Pour moi, c'est la limite. Enfin, 0,8 grammes, 800 mg par litre. Donc ça, il faut vraiment, alors, il y a des gaz à l'azote, il y a des outils de gestion dont on va parler, mais vraiment c'est un point sensible. Par contre, j'ai lu récemment qu'ils ont découvert que le gaz carbonique était un bon alternatif dans la conservation des vins pour les vins sans sulfite. Alors évidemment, pour ce qui est de l'élevage, où est-ce que j'en suis? Bon, température, on en a parlé, donc suivi de la gestion de température, écoulage sans dégazage, évidemment, bon, pour conserver le gaz, puisqu'on a démontré que, une étude récente a démontré que le CO2 est une bonne alternative au SO2. Il reste à gérer ce que j'appelle l'état d'oxydoréduction des vins. Donc on va avoir des phases où on trouve légèrement oxydé, puis on va rentrer en réduction, puis moi je présente ça sous forme d'une sinusoïde, et l'idéal c'est d'amener le vin à avoir pratiquement un plat, donc un équilibre d'oxydoréduction au moment de la mise en bouteille. Alors, j'ai moi mes premiers millésimes chez mes clients qui ont mis en bouteille, ça remonte à 2014, maintenant ça fait 7 ans. J'ai du 2016 dans ma cave que j'ai encore ouvert récemment et qui est parfait. Donc, alors évidemment le vin évolue, donc on part, au début c'est très croquant, c'est très fruit frais, on a un petit bouquet d'évolution qui apparaît, mais finalement, comme les vins normaux, donc ce qui veut dire qu'au début on se posait la question de savoir est-ce que ces vins pouvaient vieillir. Je confirme que ces vins peuvent vieillir. Alors évidemment, il faut avoir une cave régulée et pas les laisser dans le coffre de sa voiture, parce que ça pourrait poser problème, mais ça c'est vrai pour tous les vins. Gestion du CO2, mise sous atmosphère neutre, ça c'est pilotage de l'oxydation, donc c'est la dégustation. Il y a des outils aussi de nano-oxygénation, de micro-oxygénation des vins pendant l'élevage. C'est ce que je pratique chez certains des clients qui sont équipés ou qui veulent s'équiper. Ça marche très très bien. On arrive très bien à gérer sur les rouges, je vous dis que c'est essentiellement sur les rouges, parce que les blancs, ils sont trop hors de la famille, et donc pas grand monde veut jouer. Oui, je vois que c'est dans le temps.
Voilà, alors les défauts techniques sont-ils inhérents au vin sans sulfite? Je dirais non. On peut faire des vins sans sulfite sans défauts techniques. Et pour moi, si on fait des vins nature et c'est vendu comme tel, c'est-à-dire c'est pour avoir une expression du terroir sans filtre, sans masque. Et qu'est-ce qu'il y a comme pire masque pour un vin? C'est quand même le défaut. Un vin phénolé à 2000 microgrammes de phénol volatile, il sentira à peu près la même chose partout dans le monde. Donc, notion de typicité et d'origine, et pour moi, bah, les vins sans sulfite sont-ils compatibles avec le concept de typicité attachée aux AOP? Là, je pose un point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. C'est pas moi qui répondre, c'est aux professionnels. Et faut-il créer une catégorie de vins sans sulfite? Moi, dans les concours, je pense que oui. Et dans les AOP, c'est pas moi qui répondre, mais je pose quand même la question. Et avant de terminer, pour revenir au goût de souris, alors, pour moi, le descripteur est papier mâché, alors c'est en bouche, papier mâché ou carton mouillé. J'en ai discuté avec un confrère du Val-de-Loire, donc il travaille beaucoup de Cabernet Franc, et moi je dois dire que je travaille plutôt la rive droite et en énormément de Merlot, un peu de Cabernet Franc. J'avais remarqué ça déjà il y a plusieurs années. Sur ce descripteur-là, alors qui a changé depuis, mais c'était ceux que j'avais mis dessus, sur des vins après écoulage, qui étaient en FML, avant FML, voilà, et puis on avait ces descripteurs un peu bizarres en bouche, là, indéfinissables, et qui disparaissaient après sulfitage. Donc ça fait déjà plusieurs années que. Et c'est vrai qu'avec des vins sans sulfite, on voit ces descripteurs, en l'occurrence, augmenter. Par contre, moi, je parle de Loire en conséquence, j'ai remarqué qu'on avait plus d'occurrences sur le Cabernet Franc que sur les autres cépages. Et je sais qu'en Val de Loire, ils en parlent énormément, et ils travaillent le Cabernet Franc. Et, si j'ai bien compris, là c'est un livre, donc c'est. Moi, de mon expérience de terrain, je mettais ça en liaison avec une oxydation du Cabernet Franc, qui faisait que, alors j'en ai parlé avec Gilles de Roven, voilà, comme ça, entre deux, quand on se croise dans des conférences, et c'était, alors je ne sais pas si mon expérience ça veut dire avec les SVD, mais alors, ce qui est amusant, c'est que parfois, dans certains chais, on a une cuve avec du Merlot, on a une cuve avec une Merlot et un peu de Cabernet Franc. On fait dans le sens sulfite. La cuve de Merlot, rien, pas de problème. La cuve, il y a un peu de Cabernet Franc. Voilà, on trouve ce côté un peu palette. Et plus il y a de Cabernet Franc, moins c'est net. Voilà. Donc, pour moi, le Cabernet Franc, c'est plus sujet, mais comme je dis, c'est que mon expérience. Voilà. Alors, je validais le fait que c'était bien la tétrahydropyrénile que je sentais dans les vins, parce que j'ai eu accès à. Quelqu'un m'a apporté en solution. Alors, au nez, ça ne me perturbe pas, par contre, en bouche, ça me gêne beaucoup. Et donc, en bouche, j'ai bien validé que ce que je identifiais moi comme du carton mouillé ou papier mâché, c'était la tétrahydropyrénile. Mais par contre, parfois, c'est peu marqué, et même sur des vins sans sulfite, où après on ne sulfite pas, après ça disparaît. Voilà. Donc, mais par contre, moi, je le mettais en lien toujours avec un phénomène d'oxydation. Souvent, ça apparaissait après les écoulages, et avant le sulfitage post-FML. Voilà. Ça peut être utile. Voilà, mais écoutez, gare à la chute, hein, quand on fait des vins sans sulfite, et puis en amont. Merci. Voilà. Alors, on peut laisser un petit espace-temps pour les questions, s'il y a des gens qui veulent poser des questions à l'un ou l'autre des intervenants. C'est le moment, avant qu'on aille boire un coup. Moi, j'avais une question. Stéphane en a parlé, mais assez vite, sur la communication. Et, depuis longtemps, effectivement, il y a des apparitions de goûts qui peuvent ressembler
du souris sur la Coïnoc? Moi, j'ai un goût de discipline, de spéculoos, mais ça rejoint le popcorn. De manière assez aléatoire. Ça paraît pas technologique par rapport à ce qu'on va présenter. Je pense qu'on a un peu la même problématique dans un contexte scientifique avec les bactéries, que ce soit les lactiques. Pour moi, il y a un grand filière qui va falloir finir parce que c'est pas que des animaux. C'est pas que des animaux. On a vraiment une gestion à faire dessus. Le contexte en SO2, le fait que remplacer, parce que finalement, le SO2, il sert à quoi là-bas? Pour gérer les bactéries. Il ne faut jamais servir à gérer le temps. Là, c'est pour gérer les bactéries. Alors, un peu plus les aseptiques à l'origine, mais pour gérer les mesures, c'est pas. C'est des choses qu'on pourrait regarder. Alors, la Coïnoc, moi, j'ai déjà vu, c'est plus la Coïnoc, on a plus des problèmes de. Ça va avec des profils. Il y a des gens qui l'utilisent pas dans les bonnes conditions. Ils vont avoir des profils produits avec de la matière, ils vont faire de la Coïnoc. C'est un peu débile, tu vois ce que je veux dire. Pour les gens qui veulent faire des trucs dans le tempo, fruité léger, oui. Voilà. Oui, c'est le but. Mais c'est très aléatoire. Enfin, c'est très. On va évoquer, je ne sais pas s'il y a un lien avec les. On n'a pas de liste spécifique là-dessus. Mais, je ne dis pas qu'il n'y en a pas sur les merlots, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus d'occurrences sur les francs. Après, le truc, par rapport au Val de l'Or aux régions, tu as une population de gens qui font des vins nature et un peu plus extrême, plus importante dans ces régions-là que ici. Nous, on commence à en voir apparaître, si tu veux, un peu en Bergerac, où tu commences à avoir un groupe de gens qui font des vins nature un peu plus conséquents. J'ai pas dit que j'avais raison, c'est simplement une observation. On a pour les chercheurs, il nous faut toutes les pistes, c'est ça, on cherche un peu toutes les. Alors, j'en profite. On va chercher des sites, mais je pense que vous avez déjà eu des messages, mais on va chercher des sites de gens qui auront des bouts de souris, des gens qui auront des bouts de souris parce qu'on aura besoin de faire des suivis. Donc n'hésitez pas à venir vers moi ou vers Fatima, on fera plus avec Anne, on fera plus le lien. Donc vers moi ou vers Anne, si vous avez des sites qui présentent des bouts de souris, comme ça on les identifiera et limite on les suivra l'année prochaine pendant toutes les phases pour voir un peu comment ça se passe. On prendra certains justement aussi pour voir ce qu'il y a dedans. Enfin, on a besoin de ça. On aura besoin de sites pour Brett aussi et l'utilisation du chitosan. On est preneur si vous avez des sites qui vont utiliser ont des Brett et qui vont utiliser du chitosan. On veut bien que vous nous le signaliez et puis on verra avec vous pour mettre en place. On aimerait bien suivre ce qui se passe un petit peu justement par rapport à ces projets. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça permettra aussi de donner aux vignerons, à chaque fois on fera les essais, ils auront les analyses qu'on fait dessus, les mesures et ce qui se passe, donc ça peut être intéressant pour vous aussi de leur redonner derrière. Le problème du chitosan, c'est qu'en OP, alors en OP, je ne l'ai plus en tête, je peux t'avoir le chitosan. Oui, c'est possible que récemment, parce que on a des problématiques, le problème c'est que les gens ils veulent aussi une OP. Ça, c'est terrible parce que tu as des trucs qui sont autorisés en bio. Tu as des trucs qui sont autorisés en OP, mais quand tu les croises, tu en as très peu qui sont autorisés en OP et en bio. Mais parce qu'on n'est pas on n'est pas du tout dans la même philosophie. On n'est pas du tout dans la même philosophie. On a réussi à faire passer la nutrition organique, les autolisables, parce que justement c'était là où on avait le plus gros problème. Et ils sont très techniques. Et nous, on est plus intrants. Tu as vraiment deux philosophies différentes. Et après, la difficulté du NOB, c'est que c'est des gens qui faisaient des vins nature. C'était un microcosme américain, en fait, qui faisait des vins nature un peu extrêmes, qui a monté ce label-là et qui a jamais voulu remettre en cause, en fait. T'as des gouverneurs qui sont venus à une époque, je te parle de ça, c'était il y a 8 ans, en France, pour en discuter, pour trouver des appuis en Europe de vignerons, pour aller parler aux vignerons chez eux, pour arriver à les faire bouger l'équipe. Ils ne sont jamais arrivés. Mais ouais, c'est pas évident. Vous avez d'autres questions, du coup? Sinon, on va déguster. Hein.